ce n'est pas un peuple qui a attaqué l'Afrique, c'est la totalité des peuples. C'est-à-dire, ce sont des coalitions. Regardez comment Ramsès II s'est trouvé confronté à la bataille de Kadesh face à une coalition de peuples qui s'étaient unis pour tout simplement envahir l'Afrique. L'esclavage, c'est la même chose. C'est toutes les nations européennes qui se sont organisées pour venir piller les richesses de l'Afrique. Parce qu'on parle beaucoup des esclaves, mais il faut parler quand même de l'or, du pétrole, du diamant. En tout cas, de l'or, du diamant, de l'ivoire, des peaux, de tout ce qui avait de la valeur à l'époque. Vous voyez, en plus des êtres humains, eh bien, tout ça, ce sont toutes les nations européennes qui se sont organisées et avec aussi cette coalisation des nations américaines. Vous voyez, au fur et à mesure du déplacement, eh bien, on se retrouve pour tout simplement agresser le continent africain. Mais vous savez que nous parlons d'une agression de plusieurs millénaires, à partir de 500 ans d'agression. Comment vous faites pour régénérer vos guerriers, régénérer vos combattants, régénérer votre civilisation, lorsque à peine que vous venez livrer bataille contre les Anglais, arrivent les Hollandais, vous livrez bataille contre les Hollandais, arrivent les Espagnols, vous livrez bataille contre les Espagnols, arrivent les Portugais, vous livrez bataille, arrivent les Danois, arrivent les Anglais. Il faut comprendre la chose. À un moment, l'Empire Ashanti, par exemple, qui a résisté, mais héroïquement, mais il y a un moment, les gens arrivent toujours avec des armes perfectionnées. C'est-à-dire qu'il faut voir que entre le Portugal qui commence avec des armes à feu un peu rudimentaires, en 1441, mais avec la poudre à canon, avec quand même les fusils, voilà. Mais au fur et à mesure, cette technologie va être améliorée. On va voir arriver la canonnière, qui est un bateau où il n'y a que des canons. Vous voyez, et donc la chose qui se passe, c'est que même lorsque les civilisations africaines récupèrent des fusils, ben vous avez tout simplement une autre nation européenne qui vient avec des fusils qui sont de l'ordre d'une nouvelle technologie. Donc tout ça crée finalement sur la durée un déséquilibre dans le rapport de force, et à partir de là, ça devient compliqué. Alors d'où vient cette réflexion que des Noirs ont vendu des Noirs et effectivement qu'ils ont été troqués pour de la pacotille? Alors, il faut savoir que le problème, c'est que l'histoire de l'esclavage est une histoire politique, parce qu'il y a une notion de culpabilité liée à cette page d'histoire. Donc l'Europe organise, je dirais, un transfert de culpabilité sur les populations africaines, de manière à ne pas avoir à payer l'addition de l'histoire. Vous voyez l'affaire. Mais le problème de fond, c'est que les arguments invoqués, c'est de la fumisterie, c'est du grand n'importe quoi. Parce que il y a 15 jours, j'étais en Martinique, nous avons regardé donc le film de la Reine Zinga, qui est un grand royaume en Angola et au Congo. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit bien que ce sont les Portugais qui, avec leurs bateaux, rentrent dans les fleuves, donc pénètrent à l'intérieur des terres en utilisant les fleuves, et la nuit font les razzias eux-mêmes. Bon, vous avez des Portugais qui coupent la tête des rois. Zinga même est poursuivie par les Portugais parce qu'elle refuse donc de collaborer avec eux. Donc on voit bien que moi-même à la fin du film, quand j'ai dit aux gens, ça devient, j'aurais dit vraiment, vous voyez, ça devient ridicule de dire que les Noirs ont vendu les Noirs, ben, tout le monde s'est tu. Parce que quand on a vu le film, on a compris. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par là? C'est-à-dire qu'il y a une rétention de matériaux historiographiques de manière à orienter arbitrairement le jugement dans une situation et pas dans une autre. Mais vous savez que moi j'ai eu l'occasion de me retrouver face à M. Jean-Michel Deveau, qui est un grand historien français à la télévision, et c'était justement sur la problématique de la traite interne africaine. Et je lui faisais remarquer que même quand il prenait des arguments dans son ouvrage pour dire qu'il y avait une traite interne africaine, eh ben, il faut voir qu'il n'avait pas d'éléments. C'est-à-dire les témoignages qu'il prenait des Hollandais ne confirmaient pas ces dires. Et je vais même vous dire une chose qui dépasse l'entendement. Comment voulez-vous qu'un roi africain qui est dit animiste, donc c'est-à-dire un rapport particulier avec la nature et les formes de vie, puisse avoir le même comportement qu'un roi judéo-chrétien? Vous voyez pas que les gens racontent n'importe quoi? Un roi judéo-chrétien ne peut pas s'entendre avec un roi animiste sur la base de la possession matérielle des éléments de la nature. Nous ne sommes pas sur la même planète. Est-ce que vous voyez ce dire par là? Mais à un moment donné, il y a eu des conversions. Certains Noirs se sont convertis au catholicisme. Non, mais tout ça, on comprend. C'est-à-dire qu'on voit bien que les Portugais vont rasier des enfants qui vont amener au Portugal. Ces enfants vont vivre pendant 30 ans au Portugal. Donc, ils vont être baptisés, ils vont avoir un nom portugais. Et après, ils vont redescendre en Afrique. Donc, au nom de la couronne. Et c'est eux qu'on va retrouver dans les forteresses. Mais ils ne seront pas gouverneurs. Vous voyez, parce que le gouverneur reste quand même un Portugais ou un Hollandais. Mais c'est quoi un gouverneur sur le littoral africain? C'est quelqu'un qui dit tous
tout le territoire que je vois de mes yeux appartient à ma couronne et qui a les moyens militaires de ses ambitions. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des rois africains qui sont donc installés, donc je ne dirais pas des grands royaumes, puisque les vrais royaumes sont à l'intérieur des terres. Mais vous avez des populations qui sont le long de la côte. Ah ben, on va faire des rafles de ces enfants. Ces enfants vont être séquestrés dans les châteaux forts européens et on va dire aux gens, on va libérer les enfants chaque fois que vous amènerez du gibier. En fait, vous amènerez des rations alimentaires pour faire en sorte que... Donc, ce n'est pas le troc à proprement dit, on vous donne de la pacotille. Je vous dis que quand vous lisez la documentation, mais Jean-Michel Deveau, justement, parce que c'était quand même assez insensé, Jean-Michel Deveau a fait un ouvrage sur les châteaux forts qui ont été construits lors des razzias négrières. Vous imaginez que le littoral de l'Afrique est cerné par des châteaux forts, lui-même dit que les Hollandais ont dit, à propos de la distance qu'il y avait entre deux châteaux forts, c'était pratiquement le vol de Focono, même pas d'un faucon, de Focono. Donc vous avez un littoral africain qui est cerné avec des châteaux forts, tous équipés de canons, de fusils et de toutes sortes d'armes de destruction massive, et à l'intérieur de cela, vous avez un roi africain qui n'a plus accès à son littoral, et vous avez des gens qui sont venus faire la loi chez lui, et en plus on vient vous raconter des histoires à dormir debout. Vous voyez que là, il y a un petit côté, je dirais, mise en scène de l'histoire qui est fondamentalement malsain. Vous voyez, parce que vous avez quelqu'un qui ment. Fondamentalement, il faut savoir que sur cette trame de l'histoire, nous avons affaire à l'organisation magistrale du mensonge. Et c'est pour ça que jamais, pas une fois, vous voyez, même quand il y a eu des maires, je pense la mairie de Soissons, la mairie d'Angers et compagnie, qui m'ont invité pour parler même à Nantes. À Nantes, on a eu l'occasion de faire un débat avec la municipalité sur ces problématiques-là devant le parterre de gens, de descendants des familles et puis d'historiens nantais. Et là, on a eu une discussion vraiment pour expliquer les choses bêtes. Vous imaginez que vous avez une traite interne africaine à hauteur de 14 millions d'individus. Vous avez forcément un lexique. Vous avez des registres. Mais vous avez un registre. Vous allez au Japon, vous voyez des chevaliers, vous savez, vous revenez, vous dites, ça s'appelle des samouraïs. Vous avez 14 millions de samouraïs. Vous avez déjà, on prend 140 samouraïs. L'Européen qui est au Japon, il sait que ça s'appelle samouraï. À 14 millions d'esclaves, il parle d'esclaves, alors qu'esclave c'est un mot européen qui désigne les Européens blonds aux yeux bleus de l'Europe orientale. Où est votre mot africain? Forcément, il y a un champ lexical quand il y a une pratique aussi étendue. Il n'y a pas de mots. Les Nantais même n'ont pas de mots. Il n'y a pas de champ lexical, il n'y a rien du tout. Et on vous dit qu'il y avait une pratique. On dit que les animistes, en fait, les Africains... Mais attendez, vous connaissez une pratique sociale qui n'a pas de champ lexical? Quand il n'y a pas de champ lexical, c'est que ça n'existe pas. Prenons le cas de l'Égypte ancienne. En Égypte ancienne, il n'y a pas de mot pour dire esclave. Ouais. Bernadette Menu, qui est directrice de recherche au CNRS, elle a écrit noir sur blanc, d'ailleurs c'était sa thèse. Elle a attaqué Jean-François Olivier Bertrand-Grenouillot sur cette question, qui lui-même a reconnu qu'il n'avait pas dit la vérité. Donc l'ouvrage qu'il a écrit après les traites négrières, il s'est excusé. Et il a dit que ce n'était pas la vérité. L'Égypte n'a pas pratiqué l'esclavage. Vous voyez, et pourtant tout le monde claironnait, et depuis le début, nous on a dit, il y a juste un problème, c'est que ça, vous allez pouvoir le dire entre vous, mais si vous êtes devant un égyptologue, l'égyptologue va vous coincer, parce qu'il n'y a pas de mot. Vous voyez, donc comment voulez-vous qu'une pratique existe en utilisant un mot européen pour définir cette pratique à travers le monde? Mais non, chaque pratique sociale a un nom, il faut donner le nom. Maintenant, si vous n'avez pas de nom, c'est que la pratique n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire par là? C'est aussi simple que ça. Et on disait effectivement l'année dernière, j'ai appris que par extension, le fait de dire par exemple que Pharaon avait des esclaves qui travaillaient. Non mais ça c'est de la blague, service, ça c'est de la fumisterie. Ce n'est pas possible. Ça c'est de la bâtir les pyramides. Non mais je vous dis ça c'est de la fumisterie parce qu'il y a quand même une liste d'égyptologues qui ont quand même fait leur thèse. Je tiens quand même à rappeler que Bernadette Menu est directrice du CNRS et c'est elle qui a dit même dans le cadre privé ça n'existait pas. Même dans le cadre privé, vous voyez, parce que le problème c'est qu'il faut le mot. Le mot il est où? Il y a eu des débats dessus organisés à Paris. Nous avons écouté des égyptologues avec René Louis pendant 2 heures. Après nous sommes levés, nous avons dit voilà la crève, voilà le tableau, écrivez-nous en égyptien ancien le mot esclave. Mais comme le mot n'existait pas, l'homme est devenu vert. Parce qu'il sait très bien que ça fait 2 heures qu'il raconte des histoires d'hommes debout. C'est de ça dont nous parlons. Vous voyez ce que je dis par là?